à toutes et à tous. Merci d'être là, merci de nous rejoindre pour une nouvelle conférence ce soir. Ce soir, la conférence est 60 ans après les accords d'Évian, regard croisé sur une mémoire plurielle. Il y a 60 ans, étaient signés les accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre entre la France et l'Algérie et enclenché le processus d'indépendance de l'Algérie après 132 années de colonisation. Dans cette conférence, Sarah Dekish et Hasni Abidi reviennent sur les coulisses des négociations et rendent hommage à une laborieuse construction marquée par la primauté du droit et du compromis. Donc, si le travail sur l'histoire et sur la reconnaissance des faits est essentiel, il se révèle cependant insuffisant pour guérir les blessures et répondre aux quêtes identitaires qui partagent l'ensemble des acteurs. Présentant les histoires et témoignages d'une variété de porteurs de mémoire, Sarah Dekish et Hasni Abidi plaident pour la construction d'une nouvelle relation autour d'un récit pluriel et apaisé. Donc ils sont là aujourd'hui, Sarah Dekish sur ma gauche et Hasni Abidi sur ma droite, pour nous présenter le livre que j'ai entre mes mains, juste ici, et qui se nomme 60 ans après les accords d'Évian, regard croisé sur une mémoire plurielle aux éditions Éric Bonnier. Donc, Sarah Dekish, vous êtes franco-algérienne, diplômée de l'Institut d'études politiques de Lille, et votre projet s'articule autour de l'identité, de la mémoire et de votre histoire personnelle aussi. Et ce livre, justement, s'inscrit dans cette démarche. Hasni Abidi, sur ma droite, vous êtes politologue, spécialiste de la région du monde arabe, de la région Moyen-Orient, et Maghreb, enseignant à la Global Studies Institute de l'Université de Genève. Et vous êtes aussi enseignant à Sciences Po Paris et directeur du CERMAN, qui est le premier centre de recherche spécialisé sur le monde arabe en Suisse. Merci beaucoup de me rejoindre et de nous rejoindre ce soir. Et ça nous fait très plaisir de vous avoir parmi nous. Pour commencer la conférence, pouvez-vous l'un et l'autre nous dire comment vous en êtes venus à l'écriture de cet ouvrage qui est riche en contributions diverses et qui nous éclaire énormément sur le rôle crucial de la Suisse lors des négociations des accords d'Évian? Alors, en accord avec Hasni, je vais commencer. Donc déjà, merci de nous avoir invités et merci de nous avoir invités dans le cadre de ce livre. Donc pourquoi ce livre? Alors ce livre s'inscrit dans la continuité d'un colloque qu'on a organisé, que j'ai lancé avec mon association, à laquelle j'ai associé Hasni, qui nous a tout de suite soutenus, ce qui nous a permis de mobiliser donc le Global Studies Institute de l'Université de Genève et l'Institut d'études politiques de l'Université de Lausanne, et après d'autres partenaires. Donc pourquoi j'ai voulu faire ça, et donc quelle est un petit peu la genèse du projet. Moi, je ne suis pas chercheuse dans ce domaine, je travaille dans le développement durable, donc ça n'a rien à voir, mais c'était vraiment une espèce d'obsession, un besoin qui vient de mon parcours personnel, de comprendre mon histoire franco-algérienne, de mettre en lumière différentes facettes et de surtout mettre en résonance la facette française et algérienne. Donc pourquoi cette obsession? Alors moi je suis partie de différentes observations et c'est ce qui a nourri aussi donc, le colloque et le livre. Donc d'une part, j'observais depuis toujours, je pense depuis petite, un clivage entre les récits de mon père et ce que je percevais du côté français. Donc chez mon père, j'entendais, je percevais, je ressentais une forme de douleur mais qu'il n'exprimait pas. Parfois aussi, ça pouvait être des petites réactions, des choses qui l'énervaient. Par exemple, quand je rentrais de l'école avec mon livre d'histoire et qu'il voyait qu'il n'y avait qu'un quart de page sur la guerre d'Algérie. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et puis d'autres petites choses dans le quotidien, ou presque le quotidien, qui me faisaient ressentir une douleur qui est liée à l'histoire. Et du côté français, quand je suis dans ma famille en France, j'étais
j'avais l'impression d'une perception très franco-française, où justement ce récit ou cette histoire algérienne n'est pas présente, et même il n'y a aucune curiosité envers ça. Et moi, en tant que franco-algérienne, je ne me sentais pas franco-française et je ne me situais pas bien là-dedans. Et je me rappelle aussi de réactions de mes amis français qui me pourront taquiner en disant un peu ne fais pas ton arabe quand je cherchais à creuser mon histoire. Donc cette dualité entre à la fois le côté algérien et le côté français m'intriguait. Donc ça c'était un point de départ et ça m'a toujours, voilà, je prenais des notes, ça m'intriguait, j'avais envie de comprendre. Et le fait d'avoir grandi en Suisse aussi, je pense, m'a permis d'avoir un certain recul et d'avoir cette plateforme d'observation entre mes deux identités. En Suisse alémanique où j'ai grandi, les gens ne connaissaient pas vraiment l'Algérie. Donc je pense que c'était encore différent que de grandir en France. Donc ça c'est une chose. L'autre chose, l'autre observation que j'ai faite en grandissant, c'est que j'avais l'impression de ne pas être la seule à avoir cette curiosité sur mon histoire, à ressentir ces douleurs, à bien percevoir qu'il y avait des zones d'ombre, des tabous, des choses qui pouvaient encore blesser. J'ai découvert aussi des choses liées à l'histoire de mon père petit à petit, ou même des souvenirs qui lui revenaient, qui racontaient petit à petit. Et au fil des gens que je rencontrais, je me suis rendu compte que les enfants de Pieds Noirs portaient eux-mêmes leurs douleurs, les juifs d'Algérie avaient eux-mêmes leurs douleurs, les enfants de Harki, voilà, et on voit d'ailleurs le nombre de publications, de films autour de ça qui démontrent aussi une volonté de raconter. Mais j'observais aussi que chacun racontait un peu dans son coin. Enfin dans son coin, chacun racontait son histoire, mais que les points de vue ne se mélangeaient pas. Et qu'il y avait quand même aussi parfois les différentes parties prenantes de cette histoire ne connaissaient pas forcément les histoires de l'autre et donc les ressentis de l'autre, et ils pouvaient quand même encore avoir des tensions, des ressentiments, parfois un petit peu des frustrations par rapport à toutes ces parties prenantes de cette histoire, ces différentes mémoires. Donc ça c'est la deuxième observation. Et la troisième observation, mais que j'ai vraiment faite une fois que j'ai habité à Lausanne, c'était de me rendre compte du rôle qu'a joué la Suisse, donc ce pays neutre qui me paraissait toujours complètement étranger à cette histoire, en fait est partie prenante de cette histoire. Sans la Suisse, la résolution du conflit aurait été complètement différente, on ne sait pas comment, mais elle est partie prenante de cette histoire. La Suisse a joué un rôle diplomatique très important dont je n'entendais pas beaucoup parler, ou alors chaque 10 ans, au moment des commémorations, il y avait quelques articles et quelques vidéos que j'ai pu retrouver. Et donc, pour moi, même dans mon identité, la Suisse reprenait toute sa place. Évian, c'est juste en face de Lausanne. C'est relié par un bateau en 20 minutes. Et surtout aussi, je me suis rendu compte qu'il y a tout un écosystème aussi en Suisse. Il y a eu tout un écosystème de personnes en Suisse qui ont aidé, qui ont œuvré, qui se sont montrées solidaires avec la cause algérienne. Voilà, et donc j'avais envie de mettre tout ça en musique, et les 60 ans des accords d'Évian, bien sûr, offraient cette opportunité-là. Et donc, quand j'ai abordé Asni, il a bien aimé l'idée, et puis quelque part, je pense qu'on avait aussi envie de rendre hommage à voilà, toutes ces rencontres, toutes ces discussions et ces négociations qui se sont finalement passées de façon pacifique et qui ont permis la paix, pour un peu voir 60 ans après quelles leçons on peut en tirer, alors que les relations entre la France et l'Algérie restent encore tendues. Alors maintenant il y a eu des nouveautés dans l'actualité, on verra, Asni reviendra dessus, mais qui restent encore quand même loin d'être faciles. Voilà, donc ça c'est... Alors juste pour finir, juste dernier point, ce qui me paraissait important aussi, ce qu'on voulait à travers ce livre, c'est justement à la fois mettre ensemble les différentes mémoires, et pas de façon cloisonnée, mais ensemble. Alors on en a rassemblé le plus possible dans le temps qui nous était imparti, mais aussi de mettre ensemble justement ces histoires personnelles avec les recherches d'historiens, le point de vue d'historiens. Parce que les histoires personnelles sont importantes pour comprendre les nuances dans l'histoire. Toutes les histoires personnelles s'intègrent dans la grande histoire. Mais prises seules, elles peuvent, voilà, les histoires personnelles sont aussi faites d'émotions, il faut, voilà, aussi les contextualiser, ce qui est le travail d'historien.
Mais peut-être que seulement le travail d'historien, sans cet ajout des petites histoires personnelles, n'est pas tout à fait complet non plus. Donc on avait envie de mettre ensemble aussi les différentes disciplines, les différentes générations et les différentes mémoires. Bonsoir à tous et merci d'être là et merci Cara pour cette invitation. Évidemment, de mon côté, en tant que chercheur à l'université, l'idée de... Il faut rappeler qu'on était dans le contexte de Covid et c'est pourquoi on a fait presque l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire on fait d'habitude un événement, un colloque, et ensuite on publie les actes du colloque. Cette fois-ci, on a plutôt publié ce livre parce qu'on s'est dit, voilà, on ne sait jamais s'il y a des restrictions fédérales qui tombent et on ne peut pas inviter tout ce monde, donc au moins on aura le livre et le livre s'inscrira dans l'agenda politique et médiatique et scientifique de 60e anniversaire des accords d'Évian. Heureusement, on était dans la phase finale du Covid et on a pu réaliser donc, le colloque. Deux points m'intéressaient dans le projet, évidemment, de Sarah. Le premier point qui m'intéresse en tant que chercheur, c'est la dynamique de négociation. Je travaille moi-même sur la négociation et j'estimais que la négociation qui a lieu, on parle d'Évian, mais en fait, il y a 3 années de négociation, on oublie une station importante qui était à mon avis plus importante, c'est l'Iros, et d'autres endroits, donc d'autres lieux, d'autres processus qui ont été abordés, mais on peut dire qu'il y avait une dynamique de négociation très intéressante. L'armée française, en disant que le système français à l'époque était en difficulté, il faut rappeler à l'époque le général Charles de Gaulle parlait d'Algérie comme boîte à chagrin, c'est-à-dire que c'est un problème très difficile. Et pour les Algériens aussi, il faut rappeler que les accords d'Évian aussi intervenaient dans un contexte difficile, c'est-à-dire que la négociation avec les Français n'était pas tout à fait partagée par tous les éléments qui composent les commandements algériens. Donc il y avait malgré cela une décision de négocier deux choses importantes. La première, c'est bien sûr le référendum. Deuxième objectif derrière les accords d'Évian, c'était ce qu'on appelle la minorité française ou les communautés liées à la colonisation française. Tout compte fait, comme dit Agiron, le premier objectif a été réussi puisqu'il y avait un cessez-le-feu et ce cessez-le-feu qui a conduit à l'indépendance de l'Algérie. Malheureusement, on n'a pas réussi. L'autre objectif, c'est l'avenir des communautés françaises ou des communautés liées à l'Algérie française, puisque ça a été mal négocié, c'est-à-dire la question du harki, la question des Français d'Algérie, et tout l'élément, en tout cas humain, sur lequel d'ailleurs insistaient les négociateurs français, notamment Bruno Deleuze, chef des négociateurs, c'était un échec total. C'est cet élément qui m'a intéressé à l'Institut, c'est comme ça j'ai convaincu notre université à s'engager. Et le deuxième élément est d'ordre pédagogique, c'est-à-dire que je suis suisse d'origine algérienne et je vois bien dans les écoles, chaque fois qu'il y a un diplomate qui parle de la Suisse, d'abord c'est un pays connu par sa discrétion, le succès dans sa diplomatie réside dans la discrétion, alors sur l'Algérie on est encore plus discret que d'habitude, et très peu de choses, on a même l'historien, on l'appelle l'historien officiel des accords d'Évian, et qui lui-même d'origine française, et qui a réussi à convaincre les autorités suisses à s'intéresser aux accords d'Évian. Un des diplomates suisses qui s'est illustré dans les accords d'Évian, donc Olivier Lang, lui-même c'est grâce à une relation de parenté avec Jox qu'il a justement écrit un livre important sur les négociations d'Évian. Mais en dehors de ça, il n'y avait pas grand-chose. Donc il y avait un objectif aussi d'ordre pédagogique, d'essayer de montrer surtout aux Suisses que la Suisse a réussi sa première initiative, sa première initiation à l'art de la diplomatie et la négociation. Certains diront, voilà, la Suisse voulait un petit peu se faire oublier après les critiques à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, et elle s'est illustrée dans les accords d'Évian avec un travail extraordinaire. C'est une négociation qui n'a pas touché seulement les négociateurs officiels, mais aussi beaucoup de la population. Donc Sarah en a parlé un petit peu, des imprimeurs, des éditeurs, des artistes aussi qui se sont engagés.
la question d'Henri Allegre a été publiée en Algérie quand elle était interdite ici. Et le chef du département des affaires étrangères à l'époque, suisse, donc le ministre des Affaires étrangères, c'est à la suite de la lecture de ce livre qu'il demande à ses diplomates de s'engager de manière ferme dans les négociations d'Évian. Donc il a été touché par le livre. En Suisse, pas en Algérie. En Suisse. Oui, pardon, en Suisse. Pardon, en Suisse. Plusieurs histoires comme ça qui expliquent un petit peu l'intérêt de la Suisse, donc des autorités, mais aussi donc, plusieurs imprimeurs, plusieurs éditeurs à la question donc, de l'indépendance ou à la question de négociation. Sur le sol algérien, il y avait des éléments de l'UFLN, mais il y avait aussi des éléments de l'OS. Et l'accord, c'était donc l'organisation secrète. Et donc le deal, c'est pas de dégâts, en tout cas sur le territoire helvétique. Rien que la question de cesser le feu, c'est une performance des accords d'Évian. Une performance très importante. Et j'aime toujours à le répéter, les accords d'Évian sont les seuls accords qui sont restés, en tout cas solides, et qui résistent jusqu'à aujourd'hui, signés entre la France et l'Algérie. Donc il y avait vraiment une volonté de négociation très intéressante. On dit souvent que l'armée ne négocie pas. Ben non, l'armée algérienne a négocié, a accepté, puisqu'il y avait un représentant de l'état-major de l'armée qui était présent à Évian. Et c'est un indicateur très intéressant. D'ailleurs, il y avait un représentant du ministère de la Défense français lors des négociations au Rousse et à Évian. Donc voilà à peu près pourquoi je me suis intéressé à ce livre-là. Et je pense à l'époque, quand on a mis ce titre-là, j'étais un petit peu ambitieux parce que j'ai parlé de mémoire plurielle. Aujourd'hui, je ne dirais pas mémoire plurielle, je dirais des mémoires. Parce que, à mon avis, la question principale aujourd'hui, c'est qu'il est très difficile de réconcilier les mémoires. Ou de parler d'une mémoire plurielle, ou une seule mémoire. Parce que, donc, finalement, chaque partie a gardé sa propre mémoire. On a un récit de part et d'autre de la Méditerranée qui reste tout de même attaché à son propre histoire, à son propre récit et à sa propre mémoire. Mais les mémoires peuvent vivre ensemble, peuvent se réconcilier. On n'est pas obligé d'avoir une seule mémoire. Je dis ça avant de conclure parce que le président français lui-même est revenu sur son paradigme de base, à vouloir par exemple parler de la recherche, donc le fameux chantier mémoriel entre l'Algérie et la France. Le président Macron le dit, le répète, la question algérienne, c'est d'abord une question franco-française. Il dit, je cite, les Français doivent regarder leur histoire en face. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne sommes pas comptables enfin, de l'autre partie. Si l'autre partie n'est pas pressée ou ne veut pas finalement ouvrir le même chantier que nous, quand je parle de chantier, mais c'est évidemment le rapport de Nadia Mastora, c'est une autre histoire, c'est une question qui relève aussi donc de notre avenir, de notre système communaliste, et rien ne nous empêche d'avancer. Voilà, brièvement pour répondre à la question, hein, on était un peu lent peut-être pour justifier un petit peu pourquoi cet ouvrage-là, qui est, comme l'a dit Sarah, c'est un ouvrage qui est ouvert, qui mélange en quelque sorte les auteurs, donc les historiens, mais aussi plusieurs personnalités où chacun raconte finalement sa relation avec l'Algérie ou avec la France. Alors si je peux juste ajouter un élément, et ça fera sans doute partie du débat, peut-être que quand on parle de mémoire, il y a des mémoires à différents niveaux. Il y a la mémoire de cette histoire côté français et algérien, mais il y a aussi les différentes mémoires, donc que ce soit de nouveau les Algériens d'Algérie, les enfants de combattants FLN, les enfants de Juifs d'Algérie, de Pieds Noirs, etc., de Harkis. Et l'impression que j'ai, c'est que ces mémoires-là existaient, mais peut-être de façon déconnectée, et qu'il n'y avait pas toujours, tout le monde n'était pas toujours prêt à écouter le récit, l'histoire de l'autre, notamment d'ailleurs quand il s'agit des Harkis, mais pas seulement, et de comprendre que cette histoire commune, elle est complexe, que les engagements ou les désengagements ont pu se faire pour différentes raisons, parfois par choix, parfois par non-choix, et donc pour apaiser sa propre relation à cette histoire-là, il me paraissait important d'aussi écouter les récits des autres, donc la mémoire de l'autre.
Oui, et il y a aussi justement la mémoire des générations d'aujourd'hui dans tout ce qui est de la transmission, de quoi est-ce qu'ils héritent et qu'est-ce qu'ils en font et comment est-ce qu'ils vont faire face justement à cette mémoire-là de leurs ancêtres en fait. Ça pose ces questions-là aussi. Tout à fait, et puis on voit d'ailleurs que en général les petits-enfants surtout ont vraiment une envie de comprendre, peut-être c'est quelque chose que les parents eux n'ont pas réussi à faire ou n'ont pas pu faire, c'était trop tôt, mais les petits-enfants s'emparent de cette histoire-là. On voit là le nombre de films, de nouveau de livres, d'initiatives individuelles qui sont prises, il y a énormément de choses qui se font par des jeunes, ou disons entre 20 et 40 ans environ, donc il y a un vrai besoin de s'emparer de cette histoire-là, effectivement. Alors, moi, comme le disait Benjamin Stora, pardon, j'arrête pas de couper, mais ce sont peut-être justement les petits-enfants qui arriveront à comprendre et à apaiser leur histoire personnelle dans leur famille, mais qui s'inscrit aussi de nouveau dans cette grande histoire. Voilà, et c'est en ça que j'entends moi l'apaisement des mémoires aussi. Asni, justement, vous avez parlé de colonisation. Moi, ça me fait penser à Kateb Yassine, qui est justement un écrivain algérien et qui disait que la langue française est notre butin de guerre. On la retrouve en effet au quotidien, dans les journaux, dans les conversations, sur les affiches. Est-ce que vous pensez que l'empreinte laissée par la colonisation est indélébile ? En fait, je vous pose cette question parce qu'on remarque un certain rejet de la langue française chez les nouvelles générations. Est-ce que ce terme de butin de guerre est toujours d'actualité selon vous ? Ça m'éloigne un petit peu du sujet que je connais. Je rappelle que ça m'éloigne un petit peu du sujet. Moi, je rappelle que je ne suis pas historien. Je suis politiste et ma démarche, elle est plutôt en sciences politiques. Et c'est pourquoi j'ai insisté sur la dynamique de négociation. Concernant le butin de guerre, je pense que malgré aujourd'hui, on assiste par certaines initiatives qui relèvent presque du populisme, donc de vouloir changer la langue française par l'anglais, de se démarquer. Ça s'est un petit peu calmé depuis la visite réussie, à mon sens, du président Macron à Alger. La question c'est très difficile parce qu'il n'existe pas vraiment d'études scientifiques ou des indicateurs tout à fait objectifs pour montrer finalement quel est le niveau du rejet. Je rappelle juste que la France est le premier pays, en tout cas, qui est la première destination, à travers les statistiques de TLS, la première destination favorite par les Algériens, par les jeunes et moins jeunes. Donc je pense que si on veut vraiment aller en France, ce n'est pas un rejet, ni de la langue, ni du pays. Mais il y a probablement une certaine identification. Il y a aussi une forme d'autonomie. Il y a aussi une démographie qui change. Il faut le prendre en charge. Nous avons des journaux francophones aujourd'hui, ils sont en difficulté, ils sont en baisse de tirage, et ce sont plutôt des journaux en langue arabe qui avancent, même si on a une crise d'édition d'une manière générale. Oui, je le regrette personnellement, et en étant moi-même arabophone, donc c'est vrai que une baisse de niveau, il y a une poussée de la langue arabe, mais je pense qu'elle est due plutôt à la démographie. D'ailleurs, le même phénomène, on l'observe dans d'autres pays comme la Tunisie, comme le Maroc, on l'étudie, on l'observe avec l'anglais dans un autre pays comme l'Égypte. Donc j'essaie toujours de relativiser, de ne pas le lier directement à notre histoire avec la France. En tout cas, moi j'ai été très surprise quand une cousine en Algérie m'a écrit en anglais. C'était la première fois et ça m'a vraiment marqué. Là, c'était un petit peu surprenant. Oui, on l'a bien vu officiellement. Le président algérien, quand il a reçu le président Macron, sur donc le pupitre, c'est marqué en arabe les Est Djemouria et c'était pas marqué en bas en français, alors que le président était un président d'un pays francophone et pas anglophone, c'était marqué en anglais. Le président, c'est Algérie, donc mais à mon avis, il faut. Il y a probablement une petite crise passagère et ce butin de guerre, et je pense que c'est plutôt une réalité qu'un slogan politique. Justement, vous parlez du déplacement du président Macron en fin août en Algérie.
À la suite de cela, on sait que des accords concernant la mobilité, notamment la question des visas et les partenariats culturels sont signés, ainsi que la création d'une commission mixte d'historiens chargés de documenter l'histoire de la colonisation. Cela fait d'ailleurs écho au souhait d'André Gazou, un des contributeurs de votre ouvrage. Que pensez-vous de ces accords qui succèdent à ceux signés par Jacques Chirac en 2003 et François Hollande en 2012 ? Et avez-vous confiance pour un avenir commun apaisé entre ces deux nations? C'est ta mémoire. Moi, je vous invite à partager avec moi 5 dates. En venant, j'ai réfléchi un petit peu sur les dates qui sont, à mon avis, qui aujourd'hui sont devenues des stations importantes dans l'histoire franco-algérienne depuis l'arrivée du président Macron. Il faut qu'on parte d'un postulat, c'est que le président Macron, c'est le président qui est allé très loin dans la relation, donc la volonté de construire une nouvelle relation avec l'Algérie. Pas seulement parce qu'il est issu de l'indépendance, pas seulement parce qu'il a en face un président aussi qui a moins, en tout cas, de lien avec la guerre d'indépendance que ses prédécesseurs, mais parce que le président Macron, à mon sens, a fait une analyse tout à fait pertinente sur ce paradigme-là, que les relations entre l'Algérie et la France sont importantes, mais les lier à la question mémorielle ou à la question de l'histoire, ça n'avancera pas. Et le plus, à mon avis, d'ailleurs c'est pas nouveau, c'est-à-dire quand vous étudiez la théorie d'intégration en sciences politiques, on sait très bien qu'on commence toujours par des questions techniques pour passer, pour arriver aux questions politiques. C'est-à-dire, si vous voulez avancer dans les négociations, on commence d'abord par des choses qui sont tout à fait à portée de main. Et commencer la relation, ou conditionner l'avancement des relations entre la France et l'Algérie par la question mémorielle, ou par exiger à ce que la partie algérienne aussi nomme une commission, à l'instar de la commission de Benjamin Stora, c'était un pari difficile. Cette approche graduelle du président français, elle est très intéressante. La première date, souvenez-vous, c'était en février 2017. Le président français était toujours candidat. Il déclare à une télévision algérienne, à Chourouk, je cite, la colonisation est un crime de guerre. C'est très intéressant. Deuxième date, qui à mon avis est une date importante, c'est en janvier 2021, donc 3 ans après. Donc là, entre 2017 et 2022, 5 ans, et ce sont ces dates qui sont importantes. C'était en janvier 2021, le président Macron convoque, invite Benjamin Stora à l'Élysée, il lui confie un rapport sur justement la question mémorielle, sur l'histoire entre l'Algérie et la France, avec un deuxième objectif, c'est sensibiliser la partie algérienne pour nommer un autre monsieur mémoire, monsieur l'histoire, en la personne de Abdelmajid Chéri, conseiller à la présidence pour la mémoire, et le directeur général des archives nationales. Troisième date, c'est septembre 2011. Septembre 2011, souvenez-vous, lors d'un dîner à l'Élysée ou d'une fête à l'Élysée, au jardin de l'Élysée, le président Macron déclare le système politico-militaire algérien, finalement, vit grâce, en quelque sorte, dans ces mots, à la rente. C'est construit sur la rente mémorielle. Il faut rendre justice au président parce que ce n'est pas lui l'auteur de ce concept-là de la rente mémoriale. Il a été dit déjà par d'autres personnes, d'autres conseillers sur la question de rente mémorielle. Après, donc octobre, tout de suite, la quatrième date, c'est octobre 2021, crise ouverte. Une des crises, donc là, à mon avis, plus graves entre Paris et Alger, avec bien sûr appel d'ambassadeurs, fermeture de l'espace aérien, etc. La cinquième date, c'est un changement en tant que substantiel, mois d'août, avant même presque une semaine après la reprise de ses activités, le président Macron visite l'Algérie avec à la clé, bien sûr, des accords, mais surtout une commission commune. Donc on a changé de paradigme, c'est plus deux commissions, mais plutôt une commission commune composée par des chercheurs, par des historiens français et des historiens algériens, en accédant à la demande algérienne, qui est partagée par certains historiens, y compris même Benjamin Stora, de ne pas se limiter à 1954, à 1962, mais d'aller encore jusqu'à 1870. Donc, 1830, pardon. Donc, on voit que ces 5 dates-là, beaucoup de choses, beaucoup d'événements sont passés donc
depuis l'arrivée du président Macron à la présidence. Il est allé très loin et en même temps, il a une approche qui est graduelle, parce qu'il sait que la question algérienne est un enjeu national. Et donc, c'est pourquoi il doit faire attention. C'est, je crois, que Benjamin Stora qui lui dit dans l'un de ses articles qu'en France, on a à peu près 4 millions de Français qui ont un lien direct ou indirect avec la guerre d'Algérie. Donc, c'est non seulement un réservoir électoral très important, mais aussi donc, des avis qui sont pluriels et divers. Voilà pourquoi l'approche elle est intéressante. Et je note que la critique du président français en parlant de système militaro-politique, qui est évidemment forte, qui traduit en quelque sorte sa réflexion du système politique algérien, les Algériens, lors de sa dernière visite, qui a été un succès, lui présentent la même photographie. Donc il lui traduit ses mots en photographie, en invitant le président Macron, avec son ministre des Affaires étrangères, avec son ministre de la Défense, avec le chef du renseignement, du côté algérien, le système politico-militaire présent, avec le président Tebboune, le chef de l'armée d'état-major et le chef du renseignement, pour lui dire finalement qu'il ne s'agit pas d'un double système, mais que finalement le pouvoir civil, président élu, en tout cas mal élu, il faut le dire, et aussi l'armée, nous sommes d'accord sur cette approche et que jouer sur cette division n'amène pas à grand-chose. Donc j'ai l'impression qu'il y a une volonté pour la première fois du côté français, du côté algérien, à finalement épouser cette approche qui est graduelle. Je note que moi je n'ai jamais entendu du côté algérien cette demande de repentance, qui est non seulement rejetée par les Algériens étant des musulmans, repentance quand même d'essence chrétienne, religieuse, ni repentance, ni de demande de dommages et intérêts. La question du Sahara, c'est une question importante, c'est vrai qu'elle existe depuis les négociations d'Évian sur à la fois l'avenir de la minorité française, mais aussi sur le Sahara, la souveraineté française sur le Sahara, ou le droit d'exploiter le Sahara par les autorités françaises. Je rappelle qu'à l'époque, évidemment, Charles de Gaulle le premier, le général Charles de Gaulle, insistait sur la question du Sahara parce que le général voulait absolument l'indépendance énergétique. Aujourd'hui, on est en pleine crise énergétique de la France, et il savait très pertinemment que l'Algérie était importante pour cette indépendance, importante pour un pays qui veut aussi ne pas se lier à d'autres puissances étrangères. Voilà, c'était un peu long comme réponse, mais la question était difficile. Justement, un des buts justement du déplacement du président était d'aller à la rencontre de la jeunesse, et pourtant on a bien vu qu'il n'en a pas tant rencontré que ça, et qu'en face il avait justement un public plutôt hostile, scandant « Vive l'Algérie ». Pensez-vous que c'est justement un rendez-vous raté avec la jeunesse algérienne? Tu veux répondre? Non, vas-y. D'abord, dire vive l'Algérie, c'est pas un slogan anti-français. Pas du tout. Bon, non, moi je trouvais ça pas. Donc il y avait ce spectacle comment ça s'appelle, de danse. C'était des jeunes. Il y avait une rencontre avec des entrepreneurs tous jeunes, donc des start-up qui sont à l'origine de plusieurs start-up. Il a comme été accompagné par des jeunes issus de l'immigration, il est franco-algérien, même si le propriétaire est un petit peu, enfin il est vieux, non il n'est pas vieux, visiter Disco Maghreb qui a lancé des chanteurs de rail, c'est comme le rail, on sait très bien que c'était la musique préférée, et toujours le cas de la jeunesse algérienne. Non, je pense que le président Macron a bien dosé sa visite et la jeunesse faisait partie donc de ce périple. Et si je ne me trompe pas, un office franco-algérien de la jeunesse va être lancé. C'était aussi une des recommandations qui avait été faite et qui a été annoncée, si je ne me trompe pas. Absolument, avec des facilités. Donc on a parlé lors de cette visite la question de faciliter les visas, surtout pour les étudiants, parce que c'était un dossier important. Et justement, aujourd'hui, nous savons que beaucoup rêvent de quitter l'Algérie, certains même au détriment de leur vie, par exemple les Haragas. Comment expliquez-vous cette relation complexe de « je t'aime, moi non plus » qui lie ces deux pays? Bon, la France n'est pas la seule destination. Les Algériens veulent aller aussi, au risque de leur vie, comme vous dites, aller en Espagne et d'aller en Italie.
Si les pays du Golfe étaient proches, ils allaient aussi partir à Dubaï ou au Qatar. Il y a une mauvaise gouvernance, il y a une mal-vie, il y a un manque de perspective pour la jeunesse, pour ceux qui sont diplômés. Il y a une volonté de partir, oui, hélas, qui traduit un échec patent de la direction ou de la gestion politique et économique de ce pays-là. S'ajoute à cela évidemment la question de la mobilité qui est devenue quasiment impossible parce que je crois que c'est 2 dossiers sur 3 sont rejetés, même plus, manque de visa, et on trouve bien sûr parfois même donc des jeunes, des universitaires, même des gens qui sont diplômés qui empruntent cette voie illégale pour fuir l'Algérie. Je me tourne vers vous, Sarah. Leïla Klouch, qui est une des contributrices de votre ouvrage, parle du corps d'un côté et de l'âme de l'autre. Étant franco-algérienne résidant en Suisse, vous dites vous-même être au carrefour d'une histoire qui résonne en moi de façon particulière. Quel est votre rapport avec vos origines? Êtes-vous vous-même porteuse d'une mémoire plurielle? Je pense, oui, d'un certain côté, sinon j'aurais pas eu cette obsession-là. Bon, alors, Leïla Klouch, elle a habité en Algérie quand elle était jeune, donc elle y a vraiment vécu. Moi, je n'y ai jamais vécu. J'y vais de temps en temps, pas suffisamment souvent. Mais évidemment que ce trio-là, on l'a en commun avec Leïla, donc France, Algérie, Suisse. Et effectivement, la question de la nationalité ou le sentiment national m'a toujours habité. Quand on me demande et alors, mais tu te sens vraiment quoi? C'est jamais facile pour moi de répondre à cette question-là. Mais ce qui était aussi intéressant, je mentionnais avant aussi les amis qui parfois essayent ou sont surpris par mes réactions, c'est aussi quelque chose qui m'avait souvent surpris, c'est que j'avais l'impression que mes amis voulaient me donner une étiquette un petit peu facile et me disaient mais toi Sarah tu es française ou toi Sarah tu es suisse. Donc les autres me disaient qui j'étais, mais je ne me retrouvais pas vraiment là-dedans et j'étais surprise que les gens essayent de donner une identité simple sans comprendre que l'identité déjà elle est très personnelle et elle peut être complexe. Comme le dit Amin Malouf d'ailleurs dans Les identités meurtrières, c'est une histoire personnelle et qui parfois n'a pas de réponse simple. Donc pour moi elle n'a jamais eu de réponse simple. Quand je dis pour être simple, je suis française, je sens bien qu'il y a une partie en moi qui se dit non mais t'es pas totalement française. Alors après je dis bon je suis franco-algérienne et puis souvent, surtout quand j'étais petite, les gens entendaient un accent suisse-allemand que j'ai perdu depuis, ils me disaient non mais il y a encore autre chose. Donc c'était toujours très très compliqué. Mais surtout aussi de comprendre ce lien à l'histoire. Moi surtout ce que j'ai toujours perçu c'est que cette identité-là elle n'était pas neutre, elle était imbibée, elle était influencée par l'histoire entre la France et l'Algérie, la perception qu'on peut en avoir et c'est ça qui m'a intéressée, questionnée. Oui, alors si c'est bon pour vous, on va peut-être ouvrir les questions du public. Vous en avez? Oui. Je voulais juste rajouter une chose, parce que j'ai parlé de la repentance. On ne lit pas malheureusement de ce côté-là la presse algérienne. Mais un point qui me paraît essentiel, c'est la question de est-ce que le président français est responsable de ces crimes qualifiés par lui-même de crimes de guerre. D'abord, il y a un devoir de vérité, il y a un devoir de construction de l'histoire. Premier élément. Deuxième élément, c'est que du côté algérien, bien sûr, le côté un petit peu apaisé, le côté sage, on parle surtout de système, des responsabilités de système colonialiste. Le président Macron n'est pas responsable des crimes de guerre, et ni non plus ses parents. Le président lui-même, il a une fonction politique, mais il s'agit d'un système, à l'époque, qui était responsable, avec un système colonialiste. Et ce système-là, en fait, qui, à mon avis, incarne ses manquements et ses responsabilités. Et quand on parle du côté algérien, il faut présenter des excuses, on ne parle pas de président Chirac ou de président Mitterrand, on va dire ah non, c'est président, tant qu'ils n'ont pas dit pardon au peuple algérien, ça ne passera pas. Mais non.
Le pouvoir algérien, les autorités algériennes, n'ont pas de mandat de la part du peuple pour dire je vous mandate, vous, président Tebboune, de demander des excuses de la France. Non, il n'est pas comptable devant le peuple algérien. C'est d'abord une question, à mon avis, pour l'histoire, et puisqu'on parle des générations, donc il faut dire oui, notre système colonialiste, oui, a commis des atrocités. Oui, il a violé. Oui, il a torturé. Oui, il a mis des gens en détention. Oui, il a mis quand même donc, des personnes dans l'obscurantisme total. C'est un système colonialiste et ça nous permet d'avancer en quelque sorte. C'est une des étapes. C'est juste pour relativiser, parce qu'on entend par-ci, par-là qu'il y a cette demande des dommages, que la France ne veut surtout pas donc, avouer ses responsabilités pour qu'on ne demande pas des intérêts. Je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais lu en tout cas cette quête matérielle en quelque sorte, mais c'est plutôt, à mon avis, c'est d'identifier les responsabilités. Et le responsable, à mon sens, c'est un système politique français qui dépasse largement les autorités françaises actuelles. Merci Annie. Du coup, est-ce que vous... C'est à nous. Merci beaucoup, vraiment. On entend beaucoup ces jours-ci, on lit beaucoup, on regarde beaucoup de films à propos de cette période douloureuse. Et en fait, je vais vous poser une question à propos de la mémoire, parce que c'est évident que les deux côtés sont responsables du blocage de la vérité de cette période. Les deux. Alors, la question que j'aimerais poser, c'est à propos des archives. Et pour une chose, vous avez oublié quand Macron, qui est un peu entre deux chaises, entre la polarisation de la droite et les autres ici, a osé dire que l'Algérie n'a pas existé avant la colonisation. C'était probablement au moment où il a parlé de l'économie de rente. Alors, les archives, on dit que les archives sont en train de s'ouvrir, qu'ils sont déjà presque ouvertes. Qui gère, et c'est des deux côtés, et quels sont les enjeux et les défis pour les ouvrir vraiment? Merci. Alors, officiellement, il y a un accès limité pour les archives, des enquêtes, à mon avis, des enquêtes judiciaires. Il y a un accès limité, partiel, qui est admis maintenant, acté du côté français. Ça, c'est la première chose. J'ose croire que finalement, c'est une première, mais ça qui probablement va être suivi par d'autres procédures, sachant que plusieurs de ces archives sont bien sûr du domaine de secret de défense et la décision, à mon avis, elle n'est pas pour demain. Du côté algérien, c'est très difficile. Vous avez deux versions du côté algérien. Vous avez une première version qui dit notre archive a été volée et que nous demandons aux Français de repatrier les archives qui ont été spoliées avec la colonisation et le départ des Français. C'est une version. Voilà. C'est possible. Je ne suis pas historien, mais je vous dis le factuel. Voilà. Deuxième, c'est que c'est vrai, nous avons des difficultés en Algérie. L'accès aux chercheurs pour les archives. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés pour les archives. Et moi, je pense que c'est d'abord une question nationale. C'est-à-dire que les autorités algériennes doivent soutenir l'accès aux archives. C'est qui? C'est pas monsieur et madame tout le monde. Parce qu'il y a des outils, comme vous le savez, c'est très difficile. Il y a des outils, il y a des classifications, il y a tout un travail. Soutenir les chercheurs et les historiens. Aujourd'hui, on a très peu d'historiens. Beaucoup d'historiens ont quitté le pays et d'autres travaillent dans des conditions très difficiles. Et c'est pourquoi je l'ai dit même devant l'ambassadeur d'Algérie, aider les chercheurs à travailler sur les archives que vous avez déjà, qui sont déjà disponibles. Mais il faut une politique volontariste pour soutenir le secteur de la recherche, qui est déjà en défaillance en Algérie. Il faut le dire.
pour des raisons politiques, pour des raisons de censure, mais parfois pour des raisons pécuniaires. Mais vous savez, il faut avoir un salaire, il faut avoir un financement, ce n'est pas facile. Être un chercheur qui va tous les jours aux archives pour travailler, il faut d'abord être dans une bonne situation, il faut encourager et prendre en charge ces chercheurs pour qu'ils puissent en quitter, travailler sur cette période de l'Algérie. Donc, à mon avis, les responsabilités sont des deux côtés. Espérons du côté français que l'accès limité aux enquêtes judiciaires soit suivi par d'autres archives. Et dernier point, c'est un des rôles de cette commission mixte. Cette commission composée par des historiens en parité, elle doit faire des formulations, elle doit faire des recommandations, et parmi ces recommandations, c'est justement l'accès libre aux archives liées à la guerre. Alors, ça, c'est... Voilà. Merci beaucoup. Oui, bonsoir, je vous remercie. Moi, j'avais une question en termes de perspective. J'ai été bluffé, moi, par le mouvement Irak dans son ampleur et puis dans sa capacité à innover. Alors, effectivement, je pense que le Covid a bien aidé le pouvoir algérien. Et du coup, j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez est-ce que le pouvoir algérien n'a pas intérêt à changer de stratégie par rapport à ce mouvement qui, à mon avis, va, de mon point de vue, à une sacrée maturité? Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, moi j'ai bien aimé le dessin de, je crois que c'est Dilem. Franchement, bravo. C'est piquant, mais c'est bluffant, quoi. Merci. Il y a deux parties. Pour les autorités algériennes, il y a deux phases, il y a deux villes du Hirak. C'est très intéressant, c'est un des rares pays qui a avoir introduit la société civile et aussi le Hirak dans la constitution de 2000. C'est très intéressant. Le président Tebboune parle de Hirak Bini. En arabe, c'est quoi que le Hirak Moubarak. Donc c'est un bon Hirak. Il y a le mauvais Hirak. Pour lui, la deuxième partie, c'est la deuxième partie où il y avait la politisation du Hirak et bien sûr plusieurs autres courants politiques qui veulent plutôt la destruction de l'Algérie. La première partie du Hirak, c'est le Hirak qui a conduit à la démission de l'ancien président. Je suis tout à fait d'accord avec vous, le Hirak a offert à l'Algérie une opportunité inégalée, une opportunité de changement et de transition en douceur. Non seulement le Hirak a montré cette maturité que vous soulignez, mais aussi, évidemment, avec une certaine pluralité à la fois de la composition du Hirak et des demandes. J'étais aussi, je suis toujours un admirateur de ce Hirak et un fan de ce Hirak, et j'y marché moi-même. Et lors des premières semaines du Hirak, j'étais invité par le journal TSA, tout sur l'Algérie, et j'avais dit une phrase qui n'a pas été du goût de tout le monde. J'ai dit le dégagisme n'est pas un programme politique. À l'époque, il y avait ce slogan qu'ils partent tous, qui a été reproduit d'ailleurs dans tous les pays arabes. J'ai dit le Hirak est un mouvement social très important, c'est une dynamique qu'il faut la saisir, mais attention, il faut absolument travailler avec ce mouvement pour traduire ces revendications d'ordre populaire en programme politique. Et là, le Hirak était beaucoup plus en avance que les partis politiques eux-mêmes. Donc aucun n'a réussi, mais il faut aussi dire que le Hirak a balayé tous les chefs de partis politiques qui ont voulu se greffer au Hirak, parce qu'il y a toujours cet opportunisme politique. C'est ainsi malheureusement que les autorités algériennes et aussi une partie du Hirak qui a durci ses positions, évidemment aidée par le Covid, qui est une perte, une véritable perte pour entamer une transition politique, soit par une instance provisoire pour gérer la transition. Malheureusement, le Hirak a été une opportunité pour le pouvoir se débarrasser d'un président qui devenait gênant et faire plutôt, ou j'allais dire même, conduire leur propre feuille de route. C'est la présidente qui donne la parole. Je peux répondre très vite. Est-ce que vous croyez que le fait qu'en Algérie, pendant des années, il n'y avait pas les moyens ni les lieux de socialisation politique,
pour le peuple. Ils n'avaient pas l'occasion de s'organiser, de se rencontrer. En Irak, quand le Hirak a commencé, on était étonné par l'hybridité, le mélange d'âge, de provenance, de classe et tout ça. Et ils ont refusé chaque fois que quelqu'un émerge comme chef. Mais le fait que Tebboune n'a pas vraiment facilité un changement de la part du bon Irak, à mon sens. C'est-à-dire, la répression que nous voyons par rapport aux journalistes et aux gens qui risquent d'être opposants au régime, mais qui n'ont pas fait de crime ni de rien. Si c'est pas décourageant, si c'est pas... Je crois que beaucoup d'Algériens ne croient pas à la possibilité de créer quelque chose d'autre, vraiment. Et une dernière question, est-ce que vous croyez que la France, sans être vue comme en train de s'inicher dans les affaires algériennes, est-ce qu'il y a des moyens que la France pourrait conseiller Tebboune, pas aider les opposants, conseiller Tebboune sur les changements, ayant déjà dit que c'était un régime rentier, ça va être difficile, mais voilà, excusez. Pour la deuxième question, c'est toujours difficile pour la France, la relation avec l'Algérie et surtout la conduite des autorités algériennes face au Hirak, parce que si la France ne fait rien, il faut le dire, on va dire, voilà, la France soutient le pouvoir, et si la France s'y donc émet les commentaires, elle est aussi donc dire, voilà, la France n'a pas quitté l'Algérie, elle a toujours un avis à dire. Est-ce que les deux hommes se disent des choses sur ça? Moi, je ne l'exclus pas. C'est bien possible, les relations sont excellentes entre les deux présidents. Évidemment, il y a une petite surface, probablement un espace pour échanger quelques idées. Ça, c'est une question, des conseils de la France. Mais je pense que le président français est conscient du fait que la question interne n'est pas de son ressort. Pourquoi? Parce qu'il a d'autres dossiers importants. Et s'il veut faire avancer les dossiers, dans le dossier de la mémoire, le dossier des relations économiques, très très important, notamment maintenant, il a intérêt plutôt à garder une certaine neutralité ou une certaine distance. Ceci n'empêche pas la société civile française, on n'empêche pas bien sûr à ce qu'il y ait des critiques, on le voit dans les médias, au sein, etc., concernant l'Algérie. Ma thèse, c'était que le Hirak était le noyau d'une société civile prochaine. Souvent, c'est-à-dire souvent. D'abord, le Hirak a montré que les Algériens, parce que souvent on disait qu'il y avait un désert politique, que les Algériens c'est fini, ne sont plus politisés. Le Hirak a montré l'inverse. Il a montré une grande maturité, un niveau aussi élevé de responsabilité. D'ailleurs, on disait toujours qu'ils sont tous devenus des grands spécialistes du droit constitutionnel, de sciences politiques, parce que chacun proposait une forme de transition. Est-ce qu'une transition à la chilienne, est-ce qu'une transition à l'espagnole, une transition à la polonaise, une transition à la tunisienne. Malheureusement, ce Hirak a été stoppé, mais ça ne veut pas dire que justement que l'esprit du Hirak, l'esprit du changement, de la volonté donc de faire une transition, l'Algérie ne pourra pas échapper à une transition pactée, à une transition douce. Dans la science politique, les transitions ne sont pas l'œuvre d'un démocrate. Parce que si tout le monde était démocrate, on ne serait pas dans une transition. Mais une monarchie peut conduire une transition. Un militaire a conduit une transition. Mais il faut absolument avoir une feuille de route, il faut donc des garanties, il faut des concessions de part et d'autre pour arriver justement à une transition démocratique de la part de tout le monde. Et la transition, c'est l'œuvre de techniciens. D'abord, il faut être quelqu'un qui est capable donc, de négocier, capable de contenter tout le monde et de faire ses concessions mutuelles. C'est ça la transition. Et je pense que du côté du pouvoir, il y avait ce ratage, mais aussi du côté de Hirak, il faut dire aussi, il y avait une responsabilité
où ce mouvement un peu a durci, pas de parti politique, nous ne voulons pas donc nous voulons nos propres changements. Vous avez posé une question sur les chefs, il n'y avait pas de leader. C'est une question controversée, parce que si vous laissez des chefs émerger, ben en les arrêtant, le mouvement s'effondre. Voilà, ben certains ont été récupérés déjà. Donc le mouvement s'essouffle parce que les chefs sont arrêtés. Ça, la force de ce Hirak, c'est qu'il n'avait pas vraiment un leadership pyramidal, mais c'était plutôt un mouvement par le bas. Hein. Mais voilà, moi je pense que le Hirak était l'ennemi du peuple. Ah ben non, pardon, le comité du peuple. Et si je peux juste ajouter, alors moi je ne suis pas spécialiste, mais donc sur la question du rôle de Macron, de l'influence que Macron pourrait avoir, il me semble que justement avant son voyage, il y a une pétition qui avait été lancée parmi les Algériens de la diaspora française qui voulaient que le président Macron dise quelque chose pendant sa visite au sujet des prisonniers d'opinion, etc. Et en même temps, alors voilà, d'une part Walou, mais d'autre part de ce que j'ai pu voir aussi, notamment sur les réseaux sociaux, c'est que ça n'a pas forcément été bien vu par un certain nombre d'Algériens qui directement ont réagi en disant de quoi vous vous mêlez, vous Algériens à l'étranger, ne venez pas essayer de vous immiscer dans nos problèmes internes. Donc effectivement, est-ce que ça aurait toujours été bien vu par certains? Oui, certains l'auraient espéré, d'autres moins. Alors qu'il était important dans cette première étape de ce rapprochement diplomatique, de chercher l'apaisement, c'était peut-être effectivement délicat de mettre ça directement sur la table, ou alors peut-être c'était effectivement dans des discussions bilatérales, mais là je rejoins Asni, c'est peut-être compliqué dans un premier temps. Sur le Hirak, il y a quand même la question de... il a montré une certaine maturité, il a réussi à atteindre beaucoup de choses. Maintenant, les gens se font plutôt emprisonner. Ça crée un vrai clivage et un manque de confiance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à l'étape supérieure? Est-ce que Tebboune va arriver à lâcher du lest ou pas? Mais dans les conditions actuelles, ça me semble un petit peu compliqué. Le Hirak pourrait se réinventer, mais là, il faut aller à une étape supérieure de maturité et comment y arriver sans craindre l'enfermement. Parce qu'on sous-estime la question de la transition. La transition, comme vous le savez, c'est un moment d'incertitude. Aucun régime, aucun pouvoir, et en l'occurrence le pouvoir algérien, n'était prêt à entrer dans une phase qui est une phase d'aventure. Parce que la transition, quand on rentre, on ne sait pas comment on sort. Et donc il fallait absolument d'avoir un goût élevé ou un esprit élevé de prise de risque. Dans la transition, il y a un risque. C'est-à-dire les transitions parfois ne fonctionnent pas, n'aboutissent pas. D'autant plus qu'il n'y avait pas assez de moyens. L'Algérie sous Bouteflika avait 800 milliards de dollars et c'est là probablement qu'elle avait les sous pour justement engager une transition parce qu'il faut amortir la transition politique. Et du côté, je pense du côté du pouvoir algérien, du côté de l'institution militaire exactement, il n'y avait pas cette volonté. La transition ne figurait pas dans leur agenda. Et parce qu'ils ne sont pas rassurés, parce qu'il y a une perte donc la peur de perdre justement ce privilège de la primauté du militaire sur le politique. On revient presque aux négociations d'Évian et les années d'après-indépendance. Et bon, c'est pas le sujet, je ne sais pas pourquoi ils sont embarqués dans le oui, j'avais juste une petite question, peut-être pour Sarah, en rapport un peu avec cette question mémorielle, mais justement on parlait du Hirak, mais il a réveillé justement cette question du rapport à la France et à la colonisation. Je me demandais dans quelle mesure vous avez vu ces récits réapparaître ou émerger à nouveau, et la manière dont on se les est réappropriés, comment ce récit sur la colonisation s'est-il traduit ou pas, d'ailleurs, dans votre ouvrage? Vous voulez dire les récits du côté algérien ou Oui, du côté algérien, mais même de la diaspora qui voyait le Hirak de loin et qui voyait où cette question est revenue quand même, parce qu'on parlait de comparer quand même le pouvoir algérien aux colons, et etc. Comment les personnes que vous avez interviewées ont réinterprété cela ou...
Alors bon, elles ont écrit eux-mêmes leurs textes, on ne les a pas nécessairement interviewées, mais je ne sais pas si elles ont pu porter vraiment un regard là-dessus. Je crois que leur point de vue est resté aussi très centré sur leur vécu en France. Donc c'est vrai que d'ailleurs, en tout cas pendant le colloque aussi, on nous a dit que ce point de vue-là, du regard aussi vers l'Algérie ou d'Algériens manquait un petit peu. Donc c'est vrai que ça n'a pas trop été... en tout cas nécessairement mis en avant, en tout cas si j'ai bien compris la question. Oui, enfin je parlais aussi que cette façon de faire revivre la colonisation, enfin le rapport à la France et le comparer pendant le Hirak au rapport aux autorités algériennes, est-ce qu'il est ressorti dans le discours de cette jeunesse ou pas? Je me demandais dans quelle mesure. Alors il y a deux choses. D'abord vous avez remarqué qu'il y avait un livre d'ailleurs qui a été très critiqué, mais c'est vrai que c'est malheureux. C'était, en parlant du Hirak, c'était la deuxième indépendance, je crois que c'est ça le livre-là. Évidemment, on ne peut pas comparer tout de même un système, comme dit, colonialiste, à évidemment un régime ou un système donc autoritaire. On se met autoritaire, ça dépend de quel côté on se place. Deuxième élément, ce qui est très intéressant, et d'ailleurs vous avez raison de parler du Hirak, parce que vous avez remarqué que dans plusieurs phases, parce que le Hirak, c'est vrai qu'il a vécu plusieurs phases, il y avait des portraits, des posters des leaders de la révolution. Et c'est une idée très intéressante et très importante qui mérite qu'on s'y attarde. C'est-à-dire que la population, ou les jeunes qui manifestaient, les jeunes et les plus âgés, voulaient en quelque sorte ne pas, ou ont tenu à dire que nous sommes dans la continuité de ce mouvement de libération, mais que le récit, en tout cas nationaliste, n'est pas de l'ordre du pouvoir, ou que les autorités n'ont pas le monopole de récit révolutionnaire, et que nous aussi, nous sommes la continuité de ces hommes qui ont milité, qui sont morts pour l'indépendance de l'Algérie, et que nous voulons aussi aujourd'hui, nous, continuer sur ce chemin, sans faire bien sûr la comparaison. Donc ça, c'était, à mon avis, c'était bien reçu, parce qu'on voyait des portraits de Zerout Youssef, de Hassib Ben Bouali, de l'Aqid Lotfi, donc tous donc, les chefs historiques de l'ALN, de l'Armée de Libération Nationale, Krim Papassem, etc., qui était d'ailleurs le négociateur en chef à Évian, puisqu'il était le président adjoint de GPRA et le ministre des Affaires étrangères. Et à mon avis, c'était une action qui est très importante dans le Hirak, de s'inscrire justement dans sa continuité historique. Et c'est vrai, d'ailleurs ça me fait penser, maintenant que j'ai le temps de réfléchir, on a quand même parlé notamment à certains jeunes, parce qu'on a par exemple fait une expo photo dans un parc à Genève, et moi je voulais qu'on puisse exposer des photographes algériens d'Algérie ou de ceux qui vivent à l'étranger pour que par l'image on puisse retranscrire ça. Et ce qui m'a frappé, c'est dans le dialogue avec certains, mais aussi avec d'autres que j'ai pu rencontrer à travers le projet, ils me disaient, tu sais, on en a marre d'être ramené à l'histoire, on en a marre d'être ramené à cette révolution, tout le temps on essaie de nous y ramener, mais en même temps on a grandi en nous cachant aussi des choses qu'on a découvert plus tard, on se sent manipulé, on sent que notre histoire a été manipulée. Alors c'est vrai que par contre ils y font référence pendant l'Irak, ils brandissent quand même le portrait de révolutionnaires dont ils sont fiers, et d'un autre côté, moi j'ai aussi entendu qu'ils veulent passer à autre chose, ils disent on en a marre d'être tirés vers le passé, on veut pouvoir regarder vers l'avenir, et vos accords de Orléans, on n'en a rien à faire, on veut la liberté. Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup revenu. Alors c'est un petit peu contradictoire, parce qu'on voit qu'il y a quand même, je ne sais pas si c'est arrogant de dire ça, mais il y a quand même des trous dans l'histoire. Et d'ailleurs, une historienne avait dit ça j'avais vu ça dans une interview dans un journal algérien, L'Expression, une historienne algérienne qui disait que cette transmission doit se faire aussi de l'histoire. Elle doit être complète, elle ne doit pas être cachée, parce qu'il y a beaucoup de frustration. Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'entendre une espèce d'homogénéité dans le message de jeunes Algériens, dans ce ras-le-bol. Voilà, donc j'espère qu'ils auront quand même l'opportunité et la curiosité de revenir vers l'histoire et d'avoir une lecture complète de l'histoire, mais évidemment ils ont cette revendication de pouvoir aller au-delà. C'est une question qui n'est pas tranchée. Est-ce qu'on peut parler d'une récupération politique de l'histoire? Évidemment, on reproche aux Algériens d'utiliser l'histoire comme moyen, en sciences politiques, on parle de légitimation en quelque sorte, on a toujours des arguments pour la légitimation.
Mais du côté français, on avait bien un président qui lui aussi fait appel à l'histoire. Et pourtant, c'est le président d'une république qui est démocratique. Alors pourquoi en fait on reproche aux Algériens de récupérer l'histoire, et ici, nous avons le même phénomène. Je dirais, ma lecture, c'est que finalement la commission de Benjamin Stora, ou une future commission commune, cette question mémorielle, ce chantier mémoriel, les historiens seuls, malgré toute leur bonne volonté, n'arriveront pas finalement à faire grand-chose. J'insiste sur le portage politique. C'est-à-dire, il suffit qu'il y ait un président de la République qui invite Benjamin Stora et lui dit, écoutez, vous me faites un rapport, et depuis, on a une certaine dynamique. Mine de rien, Benjamin Stora, il l'a dit lui-même, il a dit, c'est mon rapport, c'est le rapport le plus... Les présidents de la République française ont commandé plein de rapports sur le Rwanda, sur plein de choses. Et bien, le rapport sur l'Algérie, c'est le rapport le plus controversé, le plus populaire, le plus médiatisé, etc. Parce qu'évidemment, l'Algérie, c'est une autre question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un portage politique qui est indispensable pour faire sortir, en quelque sorte, une histoire un petit peu des terroirs, et lui donner un élan, et lui donner aussi une dimension populaire. Il faut qu'elle devienne la propriété de tout le monde. Il faut que tout le monde s'approprie cette histoire. Mais évidemment, on a besoin de ce portage politique. Il faut que les responsables politiques prennent leurs responsabilités. Et j'espère que le côté algérien, que ça avance plus en direction justement de l'ouverture des archives, mais aussi donc de l'histoire plurielle, pas une histoire censurée. J'aimerais rebondir là-dessus, Hasni, parce que ce portage politique, il n'est pas tout à fait désintéressé non plus. Tu évoquais tout à l'heure la question énergétique. Lorsque Macron est allé en Algérie, il a été accompagné par le PDG de Total et j'en passe. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette question-là? Parce que de même, tu évoquais tout à l'heure le rapprochement avec la jeunesse et notamment de vouloir soutenir tous les startups. On a vu la même chose se passer au Rwanda. Quelle est la stratégie économique aussi derrière? Ça m'intéresserait. Et puis une deuxième question peut-être pour Sarah. Tu as essayé d'y répondre déjà tout à l'heure, mais la question que je me posais, c'est comment le livre est reçu en Algérie. Parce que là, si j'ai bien compris, tous les contributeurs et contributrices sont plutôt des Algériens de la diaspora, d'une certaine manière. Cette lecture, quand même, qui reste un peu nord-sud, malgré tout, comment elle est reçue, et est-ce qu'on peut vraiment parler d'un partage pluriel des mémoires si justement le côté sud n'est pas tout à fait intégré? Attention, parce qu'il y a des Algériens qui sont de ce côté-là qui sont plus sévères que les Algériens qui sont Bon, on a quand même Jalil Boulaharouf, nous avons Jalil Boulaharouf qui habite en Algérie, donc le fils de Taïb Boulaharouf qui vit en Algérie. Alors, pour la première question, c'est une question intéressante et je pense que le président français a fait ce calcul selon lequel commencer, ou disons que la France a besoin d'une relation normale, une relation ordinaire, mais c'est très difficile d'avoir une relation entre deux pays, entre deux histoires, entre deux nations, où il y a une histoire un petit peu comme passionnante et passionnelle, que rester figé sur les chantiers mémoriels, sur les responsabilités historiques, mène à l'impasse. Pourquoi pas, lui qui vient des milieux économiques, pourquoi pas finalement plutôt favoriser une avancée, puisque ces avancées sur le plan économique, sur la question de la mobilité migratoire est une priorité pour Alger. La question mémorielle n'est pas une priorité pour les autorités algériennes. Je veux dire, parce qu'ils ne veulent pas, parce que ça va les mettre devant la responsabilité. C'est plus d'exigence. Je veux dire, si du côté français on fait des efforts, mais vous aussi vous devez faire des efforts. Mais c'est un argument parfois pour faire rage. Et donc du côté, puisque les Algériens sont demandeurs d'une relation économique bien avancée avec la France, les Algériens veulent aussi plus d'investissement. C'est vrai que les Français investissent moins, en tout cas aujourd'hui qu'auparavant, et moins que les Chinois qui sont devenus le premier partenaire économique. Et je pense que le paradigme du président français, c'est que finalement, avancer sur le volet économique, sur le plan humain, sur le plan social, sur le plan des échanges, est en mesure de débloquer la question mémorielle. Puisque une fois que nous avons cette confiance qui
comme Platine est jusque-là perdu. Hein. C'était comme on ferme comme espace aérien pour les avions français, c'est quelque chose, les avions militaires. Donc, une fois qu'on a une relation de confiance, une fois que les dossiers économiques, d'ailleurs, bientôt, la fin du mois d'octobre, Elisabeth Borne va se rendre en Algérie, il y aura le comité interministériel qui est très important, c'est l'instance la plus importante, donc ça veut dire qu'il y a une dynamique très intéressante et positive. Une fois que les autorités algériennes sont rassurées, qu'ils ont leur confiance est revenue, je pense qu'il sera plus, pas dire plus facile, mais en tout cas opportun aussi d'avancer sur la question mémorielle. Voilà à mon avis ce que je veux dire. Et ne pas commencer par la question mémorielle pour avancer sur les sujets économiques. Après, est-ce que l'un et l'autre sont nécessairement liés? On est aussi à une période où les deux pays ont besoin l'un de l'autre. On est les plaques tournantes géopolitiques bougent. Il y a des problèmes géopolitiques à tous les niveaux, exacerbés par la crise en Ukraine, qui a un lien avec les nécessaires ressources en gaz et énergétiques. Mais voilà, il y a plusieurs facteurs qui, je pense, font que concomitance des temps, les deux pays ont besoin l'un de l'autre, et donc c'est aussi l'occasion de pouvoir mettre sur la table la question des mémoires, mais je ne sais pas si elle est vraiment dans la liste, au top de la liste, en haut de la liste des priorités. Voilà, il y a peut-être aussi une concomitance des temps qui font que reality check, il faut pouvoir passer à une autre type de relation, et ça permet de passer en revue l'ensemble des dossiers à traiter et à apaiser. Donc sur la deuxième partie de la question, alors à ma connaissance le livre n'est pas vendu en Algérie, donc c'est difficile à savoir, je ne sais pas s'il le sera un jour, je sais que c'était en discussion, mais je ne sais pas là où ça en est. Asni est certainement plus informé que moi. Oui, ce serait intéressant de savoir comment ça a été reçu. Alors c'est vrai qu'on traite, voilà, d'un point de vue quand même très européen, donc de quelle façon est-ce que ça peut intéresser, informer les Algériens d'Algérie, je ne sais pas. Je demanderai déjà dans un premier temps le retour de ma famille à qui j'ai offert le livre. Donc je serais intéressée effectivement de voir comment ça a été reçu. C'est vrai que je n'ai pas posé la question. Je pense que bon, la partie historique peut toujours intéresser. Après, moi, je serais intéressée aussi de voir effectivement comment le récit d'un juif d'Algérie, des enfants de Harki et aussi de ces binationalités est reçu et entendu. C'est vrai cependant que le point de vue algérien n'est pas intégré, donc ça sera peut-être pour une deuxième étape, je ne sais pas. Mais voilà, c'est vrai que l'autre facette manque, alors c'était voulu. Mais voilà, ça peut être intégré dans une discussion. Si un jour on est invité en Algérie pour parler du livre, ça fera sans doute l'objet de débat. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, il y a l'intérêt parce que j'ai posté évidemment notre événement sur les réseaux sociaux et j'ai reçu beaucoup de demandes et les gens me disaient c'est où, c'est à quelle heure? Et donc, on a dit 18h30, Gré Raymond à Rouen, et je dis dommage parce qu'on pensait que c'était à Alger. Et donc, il y a un intérêt. J'ai moi-même remis donc, les trois exemplaires, d'abord à une personne qui me disait qu'elle était proche de l'ANEP, donc c'est une agence publique et qui a sa propre maison d'édition, l'ex-SNED je crois, Société Nationale d'édition et Diffusion. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai remis l'exemplaire à une éditrice à Alger, connue, et qui, donc derrière le web, m'a dit que le livre est toujours en lecture, comité de lecture. Et le troisième éditeur, non, pas de réponse. Moi, je pense que notre livre dérange en quelque sorte, donc il n'est pas très... Disons que, je veux dire, il y a toujours de la censure, et je le regrette, le regrette, il faut le dire, haut et fort. Je vous parlais des rétrécissement des libertés, il faut le dire. Ça, ce n'est pas bon. Là, nous, on est prêts, moi je suis prêt à aller vendre mon livre en Algérie, ou même l'offrir, faire un débat dans une librairie avec les Algériens pour dire voilà, quel est votre point de vue. Nous, c'est plutôt, on a donné la parole à des personnalités que nous estimons finalement un échantillon un petit peu de la France, d'Algérie, de l'Algérie de France. Mais tu as raison, c'est-à-dire le problème c'est qu'il faut ce livre-là, il faut qu'il soit distribué, il faut qu'il soit lu de l'autre côté, et pourquoi pas aussi avoir une initiative similaire. Mais c'est vrai aussi, certains
certains jeunes, alors ils habitent maintenant en France, mais qui sont algériens arrivés en France depuis pas très longtemps, qui nous ont soutenus pour différentes tâches aussi à travers le projet, m'ont dit je serais très intéressée de lire votre livre parce que les livres des historiens, on se méfie parce qu'on on nous a toujours caché une partie des choses, donc maintenant on en a un petit peu marre. Par contre, là, ça sera pour eux, en point de vue plus personnel, une initiative de personnes d'origine algérienne, donc ils auront plus ils se disaient avoir plus la curiosité d'entendre et d'écouter et d'apprendre plutôt que ce qu'ils ont pu lire ou recevoir dans le passé. Donc il y avait peut-être effectivement une ouverture, une opportunité pour créer ce dialogue-là aussi avec des jeunes en Algérie. Juste une dernière question. Monsieur là aussi. Allez-y. Juste une question sur la question mémorielle. Dans le débat plutôt franco-français, on parle souvent de la repentance comme étant présentée comme une demande de la part des Algériens au sens large, et souvent ou parfois pour aussitôt rejeter ou repousser cette perspective. Est-ce qu'il y a véritablement une demande de la part des Algériens de repentance, ou est-ce qu'il y a plutôt une demande d'excuse, et est-ce qu'il faut, ou tout simplement une demande de reconnaissance des faits historiques, et est-ce qu'il faut distinguer entre repentance et excuse éventuellement? Moi personnellement, je n'ai pas trouvé la trace de repentance, ni dans les médias, ni dans le discours officiel. Et surtout la repentance dans le sens voulu de ce terme de repentance. Les excuses, oui, existent dans certains récits, dans certains partis politiques aussi, qui restent tout de même attachés à cette question. Et je plaide plutôt, je pense plutôt qu'il s'agit plutôt de reconnaissance, c'est-à-dire que l'Algérie reconnaisse finalement. Parce que souvent on trouve cette remarque pour dire pourquoi la France, pourquoi le président Macron est revenu sur ses déclarations de l'époque où il était candidat, c'est-à-dire en 2017. Et je pense qu'on pourrait travailler sur ça. Du côté français, il y a un malentendu. Souvent en France, on entend les Algériens veulent une repentance. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Moi, je n'ai jamais trouvé la trace. Évidemment, comme chercheur, il faut trouver les supports. Quels sont les supports qui parlent de ça? Est-ce qu'il y a des déclarations de presse? Est-ce qu'il y a un discours officiel? Ou est-ce que... évidemment, vous trouverez quelqu'un qui dit repentance. Au moment en arabe, et le mot qui se répète, c'est l'a'tidal. Et l'a'tidal en France, l'a'tidal algérien, s'excuser des crimes, s'excuser, ce n'est pas repentance, c'est autre chose. Donc voilà, en tout cas, selon mes recherches, repentance n'est pas à l'ordre du jour, du côté algérien. Bonsoir, donc j'aimerais rebondir sur la question des archives, et Asni, tu me diras ce que tu en penses, parce que il me semble, et ça va être l'élément peut-être de discorde le plus important, du côté algérien, il y a aussi la revendication ne se limite pas à certaines archives appartenant au FLN ou à l'ALN, mais plutôt, y compris les archives appartenant aux autorités françaises, parce qu'il y a un sentiment de dépossession d'une partie de l'histoire du pays, comme la colonisation avait quand même imposé une administration française sur le territoire pendant plus d'un siècle, et côté algérien, donc il y a ce sentiment d'être dépossédé d'une partie de l'histoire. Il y a peut-être pas tous, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui dans le cadre de cette commission, est-ce qu'il va y avoir une réelle, en tout cas une formulation, une demande officielle au moins d'une partie de ces archives, et comment ça va être négocié? Merci pour cette question. En fait, quand on parle des archives, on ne se rend pas compte de la quantité des archives. C'est-à-dire, on parle de millions de pièces. Et du côté, il y en a certains Algériens qui parlent même plus, qui vont plus. Ils disent que nous avons une partie de nos archives relevant de l'Empire ottoman qui nous concernent et qui ont été justement, qu'on a une partie de nos archives qui datent donc de l'Empire ottoman. Qui ont disparu. Évidemment, les archives françaises concernant l'Algérie font partie de ces exigences, parce qu'il ne s'agit pas des archives algériennes, mais aussi des archives françaises, puisque c'est la France qui était en tout cas le pays responsable. Et ça, c'est à mon avis
un des rôles de la commission mixte d'historiens, c'est justement de faire le tri. Et ça, c'est très, très, très important. D'abord, la commission même a besoin d'un accès à ces archives-là. Et c'est pourquoi j'ai parlé de portage, parce que sans volonté politique, sans un courage qui aujourd'hui n'est encore pas disponible, parce qu'encore une fois, la question algérienne est une question aussi, c'est un enjeu national pour la France, pour les raisons que vous connaissez, des raisons électorales, des raisons politiques, etc. Et donc, sans la volonté politique d'ouvrir les archives, de donner un agenda, un calendrier des archives, il est très difficile d'avancer parce que, je reviens encore à une chose, le factuel, c'est-à-dire le récit lui-même, on nous dira toujours, tiens, ça c'est un récit ou c'est un rapport d'un officier français, donc il n'est pas vrai. Évidemment, du côté algérien, nous aurons la même version. Mais ce qui est important pour l'historien, c'est d'avoir toutes les versions, c'est d'avoir donc tous les récits. Et ça nous ramène à mon idée de base, c'est que finalement, on aura toujours des histoires, et pas une histoire, parce que malgré l'ouverture des archives, malgré les travaux de la commission, chacun a déjà nourri, a déjà construit son propre histoire. Mais pourquoi donc ne pas travailler sur plusieurs histoires et dire que finalement, même si nous avons des histoires différentes, mais ceci ne nous empêche pas de construire justement un avenir commun, puisque l'histoire, malheureusement, appartient évidemment à ceux qui l'ont fabriquée. Voilà, mon dernier mot. Bonsoir et merci pour la présentation. Dans votre manière de présenter les choses, vous oubliez quand même une institution importante en Algérie qui est l'armée, et qui, elle, malheureusement, en fait, je pense, pour ma part, elle empêche beaucoup de choses à ce que ça évolue dans le sens positif. Quelle est votre position à ce niveau-là par rapport à cette institution en fait, qui a un poids considérable dans les choix politiques du pays? Merci. Ah non, non. C'est pas une question piège. Non, mais c'est juste par souci de partage, d'équité. Écoutez, je parle, quand je dis les autorités algériennes, donc vous m'avez bien compris, quand je parle des autorités algériennes, et j'ai évoqué la primauté du militaire sur le politique, oui, l'institution militaire reste tout de même le décideur. En Algérie, nous avons un président élu, un président Tebboune, mais j'ai parlé de cette photographie qui est très intéressante, la première depuis 1962, où on voit un président algérien qui négocie avec le président français, est entouré par le chef d'état-major et le chef de renseignement extérieur et intérieur. Ça veut beaucoup dire. Oui, l'institution militaire, je pense que donc, tout ce qui relève des archives, de la relation avec de la France et l'histoire d'Algérie, c'est un partage, disons que c'est un deal à l'institution militaire, je dirais, brièvement, qu'elle est revenue encore plus forte qu'elle était sous Bouteflika. Et je pense que son retour après, avec l'ancien chef d'état-major Gaïd Salah, c'est parce que l'armée avait vu que ses pouvoirs ou son influence étaient en perte de vitesse et qu'il fallait absolument saisir cette opportunité du Hirak et qui a quand même visé le 5e mandat du président et revenir en force. Je reste comme convaincu que le calcul de l'ancien président Bouteflika et de son frère, c'était vraiment s'appuyer sur un nouveau pôle, un pôle financier composé d'un homme d'affaires, et on assiste d'ailleurs à des procès tous les jours très intéressants, à des hommes d'affaires qui sont devenus vraiment des décideurs économiques, et l'institution militaire, ou l'armée en tout cas, a vu qu'il y a un danger dans la demeure et qu'il fallait absolument reprendre les choses, et c'est pourquoi aujourd'hui elle est devenue plus forte que jamais. Voilà, vous avez votre réponse. Je vous envoie des félicitations d'aller. Alors, s'il n'y a plus de questions à la salle, je vous invite du coup pour terminer la conférence à vous procurer le livre que vous trouverez juste au fond. Et il y aura une séance du coup de dédicace juste à la fin de cette conférence. Merci beaucoup Sarah Dekish et Hasni Abidi pour votre présence, pour ces échanges très intéressants. Et j'aimerais aussi vous dire qu'on peut se retrouver la semaine prochaine, le mardi 27 septembre, pour une conférence qui se nomme « La Libye 10 ans après Kadhafi »,
en présence de Jalal Hachawi, politologue et spécialiste de la Libye. Et j'aimerais juste un dernier mot, partager avec vous une petite citation du livre, qui est les dires du coup de Nejma Kassimi, spécialiste en littérature et en philosophie, que je trouve très juste. Alors, ce que lègue l'histoire, personne ne le choisit. On profite souvent d'avancées techniques, médicales, sociales ou politiques. Mais l'on trouve aussi, livrés dans le paquet, des querelles d'antan, des conflits et des haines qui polluent le présent. De ce legs-ci, il convient d'hériter consciemment et de se souvenir que les miracles existent pour autant qu'on y travaille avec courage. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. On n'a pas assez vendu le livre, mais il faut dire que la qualité de ce livre, c'est qu'il donne la parole à des personnes qui n'ont rien à voir avec le champ des disciplines sociales ou que l'histoire. Un fils d'un grand négociateur, Paul Harouf, un romancière, 3 romancières, un ancien ministre. Donc c'était vraiment la parole était libre, à la fois dans l'écriture, mais aussi dans le choix des personnes invitées. C'est un livre vraiment qui reflète en quelque sorte la pluralité de la société algérienne, mais aussi du côté français, et pas une seule discipline. C'est ça, parce que finalement l'histoire de l'Algérie et la relation entre Algérie et France, ce n'est pas seulement donc elle ne concerne pas les historiens ou les politiques ou les politistes, mais elle concerne tout le monde. Merci.